c'est la sécurité dans un premier temps, puis le logement, et enfin la connectivité et les outils de l'Internet, qui peuvent donner des fois lieu à des caricatures, à des à peu près ou à des exagérations. Et c'est pourquoi nous avons demandé à des experts de venir en parler avec nous, avec vous. Et sur chacun des sujets, ils vont nous faire part d'expériences réussies sur le terrain, nous présenter des principes, des outils, des solutions, et puis bien sûr, Rémi l'a dit, dans un deuxième temps, répondre à vos questions. Donc les personnes qui ont aimablement accepté de participer à cette réunion, on a oublié quand même de saluer et de remercier Stéphane et Marc qui nous accueillent dans leur établissement et qui nous feront déguster leur savoir-faire à l'issue de nos échanges. Donc nous avons ce soir comme intervenant M. Bernard Granier, qui est habitant de Marguerite d'ailleurs, mais qui est un ancien colonel de l'armée de l'air et directeur du pôle de sécurité de Paris-La Défense. À sa gauche, vous avez Frédéric Courant, que vous connaissez sans doute tous, qui est un des candidats de la liste Nous c'est Marguerite, mais qui interviendra au titre de son expertise d'ancien major de la gendarmerie nationale. À côté de Rémi, Madame Lisette Chambre-Giraud, que je salue, et qui est la directrice de l'association pour le logement dans le Gard, une association importante et dont elle nous parlera et elle nous dira tout ce qu'elle peut faire pour nous. Bah elle, l'association. Et enfin, Monsieur Jean-Philippe Morisseau, qui est ici, qui est directeur des opérations de la société Géoïde et qui est également enseignant à l'École nationale des sciences géographiques. Tout ça vous nous parle peut-être pas encore beaucoup, mais comme il nous aura tout expliqué, ça sera beaucoup plus clair. Donc, dans un premier temps, chacun d'eux va intervenir sur son sujet. Et puis, dans un deuxième temps, la parole sera à vous, à la salle, pour des questions, des remarques, des critiques, pas trop j'espère, mais pour un échange. Le premier intervenant, c'est donc Monsieur Bernard Granier, pour le premier sujet qui est garantir la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique à Marguerite. Donc, Monsieur Granier, à vous. Et on lance le débat avec quelle est la peut-être commencer par faire un point, quelle est la situation en matière de sécurité publique dans les communes, les responsabilités, etc. etc. Bonsoir à tous. Je suis heureux d'être ce soir parmi vous parce que je vais aborder le sujet de sécurité qui est pour moi un sujet assez complexe. Parce que la sécurité, beaucoup de gens en parlent. Depuis les années 70, dans les campagnes électorales, la sécurité est un des aspects le plus abordé. On a à cela aussi la menace terroriste qui a aussi apporté une grande inquiétude parmi les citoyens. Donc moi, ce soir, je vais effectivement vous parler de ma vision de la sécurité au travers de mon expérience, expérience passée, mais surtout mon expérience aussi, ce que j'ai connu sur le quartier à la Défense. Maintenant, vous allez me dire, ouais, le quartier à la Défense, c'est pas Marguerite, pas du. Mais il y a quand même certaines similitudes, croyez-moi, puisque sur le quartier à la Défense, nous travaillons avec quand même 3 communes. Voilà. Alors, je voudrais, dans le premier temps, vous parler de ce que c'est qu'un maire. Parce qu'on a tendance, et on le voit, certains maires, c'est ce qu'on certains disent se prennent pour des shérifs, où on a tendance à vouloir donner au maire des prérogatives qu'il n'a pas. On croit que le maire, au travers de ses pouvoirs de police, il est capable d'être le juge d'instruction, d'être le patron d'un SRPJ, de faire pas mal de choses. Or, quand on regarde bien, le rôle d'un maire, ça va tout faire de la prévention. C'est faire de la prévention. Il y a des pouvoirs de police en matière d'habitat, de circulation, de stationnement, de protection des mineurs, d'environnement, d'urbanisme et aussi d'activités professionnelles. Voilà. Il ne faut surtout pas partir d'un principe qu'un maire, à partir du moment où il porte son écharpe, c'est un juge, c'est un préfet. Et ça, je veux bien insister là-dessus parce que dans les campagnes électorales, vous avez dû le voir, il y en a beaucoup qui partent sur de grandes visions, des visions de pouvoir de police, parce que pouvoir de police, ça veut tout dire et rien dire à la fois, mais au niveau d'une commune, le maire a des pouvoirs de police
qui sont liées à la prévention. Donc, la sécurité, comme je l'ai dit, hein, c'est le sujet de préoccupation des Français. Hein. On l'a vu lors d'un sondage qui est paru au mois de juillet dernier, si je ne m'abuse, hein, où la sécurité, c'est pour 46% des Français, dans le cadre des élections législatives, la première des priorités. Hein. Alors, par sécurité, on entend beaucoup de choses. Hein. Moi, quand je vois, je côtoie des habitants aussi bien de Marguerite, de Paris, la Défense, mais aussi de certaines communes, parce que je vais aussi aider certains candidats d'autres communes qui se présentent aux élections. La sécurité, on voit toujours la sécurité au travers des uniformes bleus. Hein. La sécurité, ce n'est pas que ça. La sécurité, c'est un continuum, hein. C'est tout un ensemble. Comme je l'ai dit, c'est un thème récurrent, hein, la sécurité. C'est un sujet fourre-tout, hein, où on a tendance à mettre pas mal de choses. Et bien entendu, à un moment, on sort un gros patafard, comme j'aurais tendance à dire, où on se retrouve souvent avec des citoyens qui sont un petit peu floués. Hein. On nous a dit que, mais j'ai pas. Hein, parce qu'on s'attend sur la sécurité, effectivement, la personne qui a été cambriolée, moi le premier, il y a une vingtaine d'années, je me suis fait voler ma voiture dans ma rue de chez moi Marguerite, j'en avais après la terre entière. Hein. Je ne comprenais pas pourquoi les policiers municipaux n'étaient pas intervenus, je n'ai pas compris pourquoi les gendarmes ne sont pas intervenus, j'ai commencé aussi à dire ouais c'est la faute au maire, c'est la faute à la belle-mère, c'est la faute à tout le monde. Voilà. Donc, et c'est ça le problème de la sécurité, on a tendance à vouloir tout globaliser dans la manière dont on appréhende les choses. Quel rôle le maire peut jouer dans la sécurité? Là, j'ai mis une citation, hein, d'une personne, Anne-Charlène Bézina, qui dit « Les Français ont besoin de garanties à tous les niveaux et font de moins en moins confiance aux politiques à l'échelon national, dû au désengagement de l'État. Ils ont besoin de proximité, ça ne m'étonne pas que les enjeux nationaux entraînent des élections locales, d'autant que les maires sont les élus préférés des Français. Les questions d'ordre public, de sécurité, de salubrité, on peut penser que c'est un enjeu national, mais le maire est directement concerné, en tant qu'agent déconcentré de l'État. Oui, donc c'est le rôle que les administrés ou concitoyens ont tendance à vouloir donner au maire. Le maire, voilà la plus-value du maire, pour moi, il y a 3 points. Il est coordonnateur des politiques locales de sécurité, il est autorité morale, parce qu'effectivement, il connaît le territoire, et on vient souvent le voir comme médiateur. Et bien, comme je dis, la police du territoire. Et pour ça, il dispose de la police municipale, qui est son bras armé. Entre guillemets. Bernard, la police municipale, vous avez dit tout à l'heure, les gens ils voient la sécurité à travers le bleu des uniformes, mais j'imagine que vous allez nous dire quelles sont les compétences et solutions à déployer. Oui. Alors, là, je vous ai mis un petit dessin, je vais vous mettre en même temps un petit dessin humoristique. Hein, vous voyez, voilà, le renforcement des municipales, aujourd'hui, c'est tendance forte. Beaucoup de gens disent, on va renforcer les moyens. Alors, ça veut dire quoi? Alors, moi, j'arrive d'un passé de force spéciale, où on nous faisait travailler avec peu de moyens humains, mais on recherchait une efficacité. Voilà. Et on a tendance à vouloir pas tenir compte de l'existant. On a un existant qui existe, hein, excusez-moi pour la répétition. Hein. On a aujourd'hui la police municipale, c'est le rôle, c'est la médiation, bien entendu, la compréhension du territoire et la connaissance du territoire. Et on a tendance, c'est pour ça que j'ai mis 2 dessins, hein, où on a tendance à souvent, je l'entends dire à Marguerite, en parlant de la police municipale, les gardes champêtres. Malheureusement, ce ne sont pas que les gardes champêtres. Voilà. Et le but, hein, c'est de mettre en place une volonté, c'est vers une montée en compétence de ces personnels. On ne peut pas avoir des gens qui assurent un métier, on va dire un métier qui est difficile quand même, surtout par les temps qui courent, où on a de l'incivilité, on a du manque de citoyenneté, ils ont quand même un rôle qui est différent de celui de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. On ne peut pas demander à des gens. Un maire ne peut pas dire, j'ai au travers de la police municipale un mini-raid, un mini-GIGN. Ah, ce serait pour moi une folie. En revanche, on a quand même des gens, on a des êtres humains qui sont là, qui sont à la tête, qui sont au sein d'une police municipale, hein, sur lesquels
à mon sens, il faut voir déjà dans un premier temps une montée en compétence de ces gens. Hein. C'est quoi? C'est permettre à ces gens-là, parce qu'ils sont quand même les conseillers privilégiés du maire et de son équipe, hein, c'est de pouvoir avoir des capacités d'analyse, de pouvoir analyser une situation. Hein. Pourquoi on a des soirs, des jeunes qui se réunissent dans un endroit de Marguerite? Pourquoi on en est là? Hein. Une capacité de conseil sur des projets. Hein. Des projets, on établit, je ne sais pas moi, un parc. Hein, on fait appel quand même aux policiers municipaux pour émettre un avis de sécurité. Notamment comment on peut traverser une route pour aller d'un lotissement à un parc. Et après, bien entendu, il faut une formation permanente. C'est-à-dire, on ne peut pas dire à une personne qui vit dans un environnement qui évolue, sur lequel on va lui demander de faire la médiation avec une population qui est mouvante, avec des moyens aussi qui évoluent, parce que qui imaginait il y a 21 années qu'on armerait de police municipale? Très peu de monde. Voilà. Donc il faut une formation permanente de ces gens-là, de manière à les monter, comme on dit en langage anglais, que les personnes puissent être en permanence up-to-date. C'est-à-dire prêt à. Et justement, Frédéric, en tant que candidat, quel est ton regard là, sur cette intervention, cette dernière partie du propos de M. Granier? Ça marche? C'est bon? Bon, alors apparemment tu m'as demandé d'être concis. Alors moi je vais essayer d'être clair et précis, parce que la sécurité c'est un sujet sensible pour moi plutôt. Les 5 points clés pour une sécurité efficiente en matière d'ordre public, c'est premier point, une police du quotidien au service des Margueritois. Pour lutter contre la sensation d'abandon en occupant le terrain. Il y a différentes facettes du métier, un volet préventif et un volet répressif. À savoir que la PM doit être visible, rassurante et dissuasive pour enrayer les désordres, gérer les crises. Deuxième point, un réancrage de la PM et une coordination accrue avec la gendarmerie. Est-ce que vous m'entendez au fond? C'est bon? J'ai donc dit le deuxième point, un réancrage de la PM et une coordination accrue avec la gendarmerie. La PM ne doit jamais avoir une position dévaluée dans la hiérarchie des corps policiers. Il faut une identité positive, un style propre et adapté à la typologie de la commune. La PM est une force complémentaire d'appoint à la gendarmerie. Il faut une reconnaissance de ses compétences. Troisième point, combattre le sentiment d'insécurité, le fameux. À savoir tout ce qui contrarie le champ du quotidien. Dans le jargon policier, on parle de bas du spectre. C'est simplement ce qui perturbe l'ordre social ordinaire, les incivilités, l'incivisme, les nuisances sonores, les animaux errants ou dangereux, les véhicules épaves, ventouses, tampons et la circulation. Quatrième point, une relation privilégiée avec les citoyens et les services. La finalité est d'établir une interface en développant des partenariats. Il faut créer des passerelles entre les différentes entités, parce que le partage de l'information est la base essentielle du métier. Cinquième point, plusieurs leviers à actionner et des priorités d'action. Je vais désolé parce que sinon il va d'un côté de l'autre. Pour une politique sécuritaire affirmée, il faut jouer sur les effectifs, les moyens, la formation, les outils et l'organisation, ainsi que le cycle horaire de travail. On y reviendra plus tard. Un audit permettra de fixer et de jauger la situation réelle à l'instant T. Je conclue, je sais que j'ai pas beaucoup de temps, je me rends méchamment. Donc la proximité doit être le mot d'ordre fédérateur et structurant. Les délinquances itinérantes, sérielles et de voie publique sont un véritable fléau. La lutte contre les cambriolages est une priorité. Il ne s'agit pas de faire peur comme certains essayent de le faire, mais d'être responsable et à la hauteur de l'enjeu pour produire un mieux vivre et une sérénité à court terme. Vous avez compris. Ça valait le coup. C'est ce que je pense. Je pense qu'il y a plein de gens qui pensent ici. Merci à Bernard, merci à Frédéric. De la sécurité, forcément pour soi, pour ses biens, et parmi ces biens, le premier, le plus important sans doute, c'est le logement. Donc c'est notre deuxième sujet, la question du logement. La parole à Lisette Chambre-Giraud. La première chose, si vous pouvez rapidement nous présenter votre association, l'AFG, son rôle et à quoi elle peut servir. Bonsoir. L'association pour le logement dans le Gard, c'est donc une association qui existe depuis 1987, donc c'est une vieille association. C'est une association loi 1901
dont la vocation et l'objet social est de permettre et d'offrir un accueil, une information et une orientation à toutes les personnes qui se présentent sur la question du logement. On a parlé tout à l'heure, juste un retour en arrière, de la question de la sécurité. L'une des préoccupations aujourd'hui aussi des Français, des Margueritois et des autres, c'est la question du logement pour soi, du logement sécurisé, du logement en sécurité, un logement où on se sente bien et surtout avoir un toit sur la tête. C'est aujourd'hui l'une des préoccupations majeures à la fois des parents, des enfants, des familles, et qui, sans logement, on sait bien qu'on ne peut ni accéder à un emploi, ni durablement s'insérer dans une communauté, qu'elle soit une communauté urbaine ou rurale. Donc l'association pour le logement dans le Gard, elle a été mise en place aussi parce que les pouvoirs publics ont compris à un moment donné qu'il fallait pouvoir déléguer toute la thématique du logement à des structures associatives comme la nôtre, qui puissent apporter des réponses souples, une association qui soit réactive et qui puisse mettre en place des solutions de relogement, de logement à des personnes, qu'elles soient en difficulté ou pas, mais qu'elles puissent au moins accéder et se maintenir dans leur logement. Alors, toutes ces missions, elles sont confiées par les pouvoirs publics, elles sont d'ailleurs financées, soit par l'État, soit par le département, soit par les communes, et donc on reparlera de cette question-là, en direct, parce qu'il y a des communes qui considèrent aujourd'hui qu'elles ont une priorité d'intervention sur le logement, sur l'insalubrité, sur le logement indigne, et qu'elles mettent en place des opérations de réhabilitation, solidaires ou pas, et qu'à ce titre, elles font appel à l'association pour le logement dans le Gard pour à la fois faire de la rénovation. Alors c'est pas nous qui le faisons toutes seules avec nos petits doigts, mais on fait appel, on mobilise des financements et on aide les communes à pouvoir réhabiliter le logement comme ils le souhaitent. Vous dites vous aidez les communes, mais est-ce que vous êtes aussi aux côtés des propriétaires de maisons ou des locataires? Quel public peuvent s'adresser à vous? On met en place des actions auprès de différents publics. La priorité pour l'association pour le logement dans le Gard, c'est bien de pouvoir loger et reloger des personnes et des familles. Pour ça, on sait que les communes, elles ont parmi la population des propriétaires qui sont potentiellement des propriétaires bailleurs, mais qui, à un moment donné, ne peuvent pas louer leur logement parce qu'il n'est pas aux normes, parce qu'il ne correspond pas, parce qu'il y a des gros travaux, parce qu'ils ne savent pas comment se débrouiller les dossiers. Alors on ne va pas trop parler de cycle ce soir, mais les dossiers de l'ANA, les conventionnés, les APL, enfin bon, je ne vous fais pas la projection de tout ça. Et que l'ALG, elle est là pour aller travailler avec les propriétaires, pour leur expliquer comment ils vont pouvoir rénover leur logement, comment ils vont pouvoir bénéficier des aides de l'État, et comment, à un moment donné, nous, on va pouvoir y mettre un locataire. C'est-à-dire qu'on va considérer que chaque logement réhabilité, dans le centre ancien, ou même dans du neuf, c'est chaque fois un locataire, un futur résident. Et pour éviter que le propriétaire dise « oui, non, mais moi je sais, je vais avoir un locataire, mais il ne va pas payer le loyer, il va dégrader, ça ne va pas le faire, j'ai fait de gros travaux dans mon logement », et on a des exemples sur toutes les communes du Gard, l'ALG reste l'interface entre le locataire et le propriétaire. Pour préciser juste la question, je sais pas si vous m'entendez. Juste pour préciser la question, est-ce que ça veut dire que l'on peut mettre en place dans une commune une politique de réhabilitation du logement ancien, et notamment dans un cœur de ville, et permettre aux propriétaires de rester propriétaires de leur logement, et en même temps de bénéficier d'aides de réhabilitation de leur logement afin de pouvoir le louer à des locataires?
Eh bien oui, je viens de l'expliquer, c'est exactement ça. Alors les communes, on a un exemple, c'est la commune de Pont-Saint-Esprit, hein, ils ont mis en place une OPAR, ça s'appelle une OPAR, ça peut s'appeler autrement, ça peut s'appeler une mousse, et ils nous ont confié, il y a quelque temps, la mission de travailler avec les propriétaires bailleurs et d'aller chercher des locataires. Dans le centre ancien de Pont-Saint-Esprit, on connaît Pont-Saint-Esprit, le bord du Rhône, le quai de Luynes, les inondations, etc. etc. Et je crois qu'on a réussi, en tout cas avec eux, à mettre en place ce programme-là. Alors, on ne le fait pas tout seul, hein, on n'est pas, moi je ne suis pas ingénieur, architecte, etc. Mais on mobilise les savoir-faire et on est auprès des communes pour pouvoir aussi être à disposition. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait aujourd'hui dans le département quand les maires nous sollicitent. On peut venir faire des permanences en mairie pour expliquer aux bailleurs, aux futurs propriétaires, voilà comment ça peut se passer, est-ce que vous avez un logement, on ne sera pas les gestionnaires, quoi qu'on peut imaginer qu'on fasse de la gestion locative, puisqu'on le fait à la marge, vraiment, quand le propriétaire dit « mais moi, si l'association, elle ne continue pas à s'occuper du locataire, ben je donnerai plus le logement à la location », on sait aujourd'hui que l'un des grands enjeux des villes, des campagnes, des villages, c'est de ne pas démolir les centres anciens. Alors je le dis, moi je ne suis pas margueritoise, hein, mais c'est de ne pas démolir les centres anciens pour aller construire en périphérie du logement neuf. Même si le logement neuf, c'est important, il faut du logement social, il faut garder en tête que la rénovation des centres, des cœurs de ville, sur de la réhabilitation, peut constituer du parc social. On n'est pas obligé d'aller construire des barres d'immeubles qu'on est en train de détruire. Je ne vais pas revenir sur la question de Val-de-Cour et Pissevin, parce qu'on est dans l'opération du nouveau programme de rénovation urbaine. On est en train de démolir exactement tous les enclos qui ont été construits en 62, et maintenant il faut reloger les gens ailleurs. Donc on n'est pas obligé de faire du parc social en périphérie, sur des bords de périphériques. On peut faire du parc social à l'intérieur des villes, et on peut aussi aider les propriétaires aujourd'hui qui sont propriétaires de maisons qui pourraient être frappés d'insalubrité, parce qu'on sait que les maires aujourd'hui, vous êtes confrontés à ça, que vous n'avez pas de logement tiroir pour reloger les gens. Je le sais parce que on est sollicité aussi par les maires en disant mais nous on a un arrêté de péril imminent, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est environ presque 2 fois par mois qu'on nous appelle en nous disant qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Alors ben oui, nous on va reloger les gens, bien sûr, mais on va aussi aider à ce qu'il y ait de la réhabilitation solidaire. Je crois que c'est l'un des grands enjeux quand même des villes. Excusez-moi parce que... Non, mais c'est passionnant. Mais vous parliez de grands enjeux. Il y en a un autre qui je crois est important, c'est l'adaptation du logement à l'évolution de la vie. Nos besoins peuvent changer au fur et à mesure. Et voilà, je crois savoir que vous êtes aussi en capacité d'intervenir sur cette thématique. Oui, alors l'Association pour le logement a diversifié ses missions et elle a su être aussi force de proposition pour qu'on puisse travailler auprès des populations les plus fragiles. Et dans les populations les plus fragiles, on s'est aperçu que la population des seniors aujourd'hui était une population qui était un peu oubliée sur la thématique du logement. Alors, je ne parle que du logement des seniors, je ne parlerai pas du reste, mais sur le logement des seniors. Bravo, madame. Bravo. Alors là, bravo. On est aujourd'hui en capacité de pouvoir... On a une action qui s'appelle le Locadapt Senior, donc je vous invite à venir nous rencontrer, puisqu'on est installé 61 rue des Tilleuls. Cette action, elle a vocation pour tout le département à remobiliser du logement pour les seniors, faire de la réadaptation, adapter les logements pour éviter que les seniors soient relogés dans les fins fonds des villes, dans les quartiers périphériques, dans des T2, alors qu'ils avaient un T4 ou un T5, et qu'on pense qu'il faut qu'ils continuent à avoir les conditions maximales de logement qu'ils avaient avant qu'ils ne soient les seniors. Parce que, au fond, les seniors, c'est nous, mais c'est vous demain, enfin c'est moi aujourd'hui, mais c'est vous demain, et ce sont vos enfants après-demain. Donc on a tout intérêt
pour nos aînés et pour les seniors à travailler sur l'adaptation de leur logement. Il n'y a aucune raison, on ne va pas dire que c'est presque un scandale international, que de sortir de leur logement des personnes qui sont âgées parce qu'ils ne peuvent pas monter les escaliers pour aller les mettre en rez-de-chaussée dans un T2. Voilà. Nous, l'association pour le logement dans le Gard, on travaille autrement. On est arrivé à persuader les pouvoirs publics et on a obtenu des financements et on continue, on a des travailleurs sociaux, on a des équipes techniques qui travaillent autour de ces questions-là et aussi sur la question de l'adaptation du logement des personnes handicapées ou des familles qui ont des enfants handicapés. Avec, on réussit à travailler avec des bailleurs pour qu'ils fassent de la livraison de logements PMR aujourd'hui. Alors on en a de plus en plus et on reste prioritaire dans l'affectation de ces logements pour les populations. Merci beaucoup, Olivier. Parce qu'il y a une autre action aussi qui peut intéresser dans les communes, toutes les populations. Nous mettons en place des interventions à domicile pour faire du diagnostic thermique et travailler sur les éco-gestes. C'est des interventions que nous faisons à la demande, soit des CCAS, soit des travailleurs sociaux. Et nous allons à domicile, nous installons des mousseurs, des réducteurs d'eau, des thermomètres dans les réfrigérateurs, des boudins aux fenêtres. Et on ne fait pas que des préconisations, nous sommes intervenants. Voilà. Aujourd'hui, sur le département, on a fait 400 interventions en 2019 sur des appartements énergivores. Parce que, bien entendu, aussi, dans la question du logement, il y a le mal logement et il y a la question des factures énergétiques et des factures électriques. C'était effectivement très important de le dire. Alors, l'ALG, c'est 61 rue des Tilleuls. Et on espère bien que très rapidement en 2020, ça sera aussi à Marguerite avec des permanences régulières. Alors, vous le savez peut-être pas, mais il semblerait que les seniors, comme on dit, soient les plus gros utilisateurs d'Internet. Bon, on dit toujours les jeunes, non, pas seulement. Donc on en vient à notre troisième sujet et à cette fameuse ville connectée, Smart City, comme on dit en occitan. Et on a ici un spécialiste, donc M. Jean-Philippe Morisseau, et on vient de savoir de quoi on parle. Ville connectée, ville intelligente ou citoyen connecté? Qu'est-ce que vous nous dites? D'abord, bonsoir à tous, merci de me recevoir ici à Marguerite. J'ai le plaisir de découvrir depuis mon arrivée hier. Alors, c'est une très bonne question, c'est qu'est-ce que c'est que cette fameuse Smart City, qu'est-ce que c'est que ce concept fumeux qui nous vient outre-Atlantique? En réalité, il faut voir au travers de la Smart City, il faut s'éloigner un petit peu de ses origines pour comprendre ce que c'est véritablement qu'une démarche de la Smart City, de la ville intelligente, la ville connectée, on pourrait aussi l'appeler. À l'origine, ce terme vient donc de la Silicon Valley, d'ingénieurs des grandes entreprises américaines qui imaginent que, au final, les villes synthétisent un petit peu tous les problèmes du monde et sur lesquels on va y poser des algorithmes et des outils techniques pour pouvoir y apporter les réponses. Fort heureusement, la vision française de cette ville connectée est bien différente et de notre culture replace bien souvent l'humain au cœur de la question. Et bien apporter un certain nombre de réponses en utilisant la technologie comme un moyen, comme un outil, rapprocher les gens, faciliter les échanges, d'initier des démarches par le numérique, parfois même sans numérique, pour justement apporter une meilleure qualité de service, une meilleure aussi qualité de vie auprès justement des citoyens. Alors, comment est-ce que ça fonctionne typiquement? Je ne suis pas là pour décrire le fonctionnement d'une Smart City type, il n'y en a pas. Chaque Smart City se construit au prisme en fait, de la vision d'une mairie, d'un projet commun entre les citoyens, des élus, un maire, pour construire justement sa propre Smart City et s'imprégner aussi de la culture locale pour développer justement de nouveaux services, améliorer la qualité des services existants et le quotidien de chacun. Alors, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est un projet sur lequel nous avons travaillé avec une ville du Doubs, qui s'appelle Baume-les-Dames, qui a 5000 habitants, et qui a décidé de s'embarquer un petit peu dans l'aventure avec nous pour justement
essayer de voir comment ils allaient pouvoir améliorer leurs services, comment ils allaient pouvoir améliorer la communication, les échanges entre eux, entre les citoyens, grâce au numérique. Donc on s'est posé beaucoup de questions et on a eu l'idée de passer par un portail qui est centré sur la cartographie. Alors pourquoi la cartographie? Pas parce que je suis cartographe, pas seulement, mais parce que la cartographie est un moyen formidable pour communiquer. C'est un moyen formidable pour donner de la visibilité. La visibilité à un certain nombre de choses. Exactement, en réalité, ça n'a de limite que l'imagination. On va donner de la visibilité aux infrastructures de la ville, aux facteurs d'attractivité de la ville, à ses services, à ses commerces, à ses équipements de santé, de loisirs. On va également pouvoir donner de la visibilité aux initiatives citoyennes, aux associations, et également les remettre dans un contexte global, qui, grâce à la cartographie, va nous permettre de mieux comprendre comment ces services sont agencés et comment ils vont influencer notre quotidien. Donc, voilà un petit peu l'approche qu'on a décidé d'avoir avec Paume les Dames, et donc on a décidé de créer ce portail sur lequel on s'est dit on va essayer de synthétiser toutes les informations qui sont utiles à chacun, peut-être aux gens qui sont juste de passage, ou aux gens qui y vivent quotidiennement pour accéder à une certaine granularité d'informations. Savoir, par exemple, les informations qui irritent souvent le quotidien, comme les travaux, par exemple. On retrouve très souvent sur des sites internet des communes. Le numérique, c'est pas une question nouvelle. C'est juste qu'aujourd'hui, il prend une nouvelle tournure dans la manière dont on l'appréhende. C'est-à-dire que très souvent, les sites internet relatent des travaux à venir en cours sur des pages qui vont nommément lister les travaux en question, sur des listes qui sont souvent... Si je peux me permettre, Jean-Philippe, vous aurez remarqué que c'est le sujet du moment aujourd'hui à Marguerite, les travaux. Tout à fait, c'est un sujet qui irrite aussi, qui irrite beaucoup les Parisiens, qui sont très fatigués d'avoir des travaux dans leur quotidien, et qui n'ont qu'un moyen de suivi, de visualisation de l'impact de leur quotidien de ces fameux travaux. Seulement, voilà près de 10 ans que les demandes de travaux sont dématérialisées, qui passent par un guichet unique, etc. Et que les outils qui existent sont des outils qui vont servir les services de la ville, les spécialistes de la question, qui vont gérer ces travaux, et qu'au final, il y a un manque de transparence par rapport aux premiers intéressés, ce sont les usagers, qui vont justement emprunter les axes qui vont être justement impactés par ces travaux-là. Donc c'est un sujet qu'on a travaillé notamment avec la commune de Bonne-les-Dames. On s'est dit, mais comme on connaît ces travaux, qu'on a accès à ces demandes, pourquoi ne pas les visualiser, les représenter sur la carte, et montrer quel est leur impact physique sur l'environnement, sur l'espace public, et visualiser la période, les informations relatives à ces travaux, quelle est l'entreprise qui travaille, quel est le type, la nature des travaux, est-ce qu'ils vont ouvrir la route, est-ce que ces travaux vont être seulement sur cet axe-là, vont déborder sur l'axe qui est à côté? Est-ce que ces travaux vont avoir un impact effectivement dans la propriété du cher monsieur qui vit ici? Peut-être qu'effectivement son quotidien va être différent, peut-être que c'est le marteau-piqueur qui va le réveiller un matin. Et donc, le fait de pouvoir partager ces informations à travers un portail qui à la fois sert les services de la ville, mais aussi le quotidien des citoyens, c'est faire preuve de transparence, c'est amener une certaine intelligence collective qui permet justement de valoriser ces informations qui existent, qui sont aujourd'hui cantonnés à des outils qui, en général, ne partagent pas les informations, ne les sortent pas. Les agendas de la ville sont riches d'événements qui animent, dynamisent le quotidien, justement, de chaque ville. Ces événements, souvent, également, eux aussi, vont avoir un impact sur l'espace public. Ces événements, ça se trouve, sont de l'autre côté de la rue, ils sont de l'autre du quartier, et on ne le sait pas parce que l'agenda liste ces événements tel qu'on le verrait sur une feuille Excel. Le cerveau humain n'est pas fait pour comprendre des lignes et des colonnes. Dans notre manière de représenter l'environnement, on crée une cartographie mentale de notre environnement, de la ville. On a besoin de la carte pour repasser dans le contexte l'ensemble des informations qui transitent à travers ces sites internet. Le portail que l'on a mis en place à Bonne-les-Dames permet de repasser dans leur contexte l'ensemble de l'agenda, des événements, des travaux, des infrastructures municipales, d'accéder aux informations utiles, tel qu'on le fait déjà sur des portails tels qu'aujourd'hui vous connaissez tous Google Maps, 1 milliard d'utilisateurs par mois, énormément d'informations, des horaires, des services. Seulement voilà, c'est un outil qui, on va dire, colporte un petit peu cette vision de la Silicon Valley, sur lequel on n'a pas la main. En gros, on est condamné à subir ce que nous impose Google. Si un jour ils ont décidé de supprimer un commerce, de ne pas faire apparaître nos associations,
voilà, on n'a aucun choix, on n'a pas la main sur ces outils. Et l'idée, c'est voilà, c'est sous cette lanterne, l'outil souverain qui permet à la mairie ou aux citoyens de ramener des informations qui portent à la connaissance un petit peu le dynamisme de leur ville, des associations, de leurs initiatives, et de permettre justement de partager à toute personne qui viendrait consulter le site de la ville, d'accéder à ces informations. C'est un petit peu le but recherché par le portail. Oui, oui, je rebondis sur vos propos. J'ai entendu, ça veut dire que des associations, là on est à Baume-les-Dames, on est dans le Doubs, mais si on revient à Marguerite dans le Gard, et si on avait ce portail, ça veut dire que des associations ou des commerçants locaux pourraient se signaler leur événement, leur activité sur ce portail? Tout à fait, et c'est d'ailleurs une des démarches que nous avons entrepris avec Baume-les-Dames. Voilà, nous avons ici cartographié l'ensemble des associations de Baume-les-Dames que l'on peut visualiser, consulter. Chaque citoyen ou une personne externe de la ville peut consulter l'ensemble des informations des associations présentes dans la ville, découvrir que certaines associations ça se trouve de l'autre côté de la rue, dans son quartier, et justement valoriser un petit peu cette proximité. Donc c'est bien un outil interactif, les citoyens peuvent intervenir dedans. Absolument, absolument. Donc au-delà effectivement de la valorisation des attributs de la ville, de son dynamisme économique, de son dynamisme associatif, on va pouvoir retrouver la possibilité de dématérialiser un certain nombre de démarches. Donc c'est ce que nous avons expérimenté à Baume-les-Dames avec un franc succès, c'est la possibilité pour les citoyens de remonter des informations relatives à l'état de l'espace urbain, est-ce qu'il y a des dégradations, est-ce qu'il y a des besoins d'intervenir, est-ce que les services de la ville ont besoin d'intervenir pour changer un lampadaire qui est en panne depuis des semaines, par exemple, la possibilité de le faire de manière complètement dématérialisée. Et alors justement ce qui est intéressant, c'est que la dématérialisation, c'est souvent vu comme une manière justement de se défausser un petit peu. Alors, on met un formulaire, les informations remontent, on sait Dieu sait trop où, et souvent ces outils sont décriés pour le manque de suivi qu'il peut y avoir. On a imaginé justement pour faciliter le suivi des différentes informations qui peuvent être transmises, qui peuvent être remontées, une imbrication directe avec le mode de gestion, les processus de traitement de ces demandes de la ville, afin de permettre un suivi détaillé, tout type de démarches, que ce soit des signalements, que ce soit des démarches dématérialisées, par exemple pour réserver une place de parking si on doit déménager, ou encore d'autres types de demandes d'occupation de l'espace public, de faire un suivi, par exemple avec une référence qui va permettre d'avoir un suivi sur le statut de notre dossier, de notre demande, et de voir quel niveau elle en est, un petit peu comme on le ferait avec le suivi écologique. C'est une simplicité, on rentre la référence qui correspond à notre demande, et on sait, voilà, la demande a été reçue, est-ce qu'elle a été validée, et quand est prévue l'intervention. Et ce qui permet d'accroître effectivement cette transversalité, mais aussi d'initier une véritable démarche vertueuse d'intelligence collective. C'est-à-dire que chacun est acteur du quotidien de la ville, que en tant que citoyen aussi, on est à même de contribuer, d'apporter à la connaissance certaines informations que la mairie n'a pas forcément à sa connaissance, et d'initier justement cette démarche vertueuse d'intelligence collective entre les acteurs de la ville, les élus et bien sûr les premiers intéressés, vous-même les citoyens. Et alors comme on a quand même un peu préparé ce rendez-vous, vous m'avez parlé hier de concertation grâce à cet outil aussi. Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la possibilité, en fait, d'apporter d'autres éléments qui vont faciliter justement ces échanges, aussi bien des concertations que on va dire, d'ajouter des outils utiles, par exemple la possibilité de réserver une salle municipale, de savoir est-ce qu'elle est disponible la semaine ou le week-end où j'en ai besoin, de pouvoir le consulter directement sur le site internet de la ville, de pouvoir effectivement s'adresser directement à certains services, envoyer un message à travers ce portail, ou encore d'accéder à certaines informations qui sont aujourd'hui difficilement accessibles, des informations qui sont pourtant aujourd'hui libres d'accès, des informations qu'on appelle notamment l'open data, telles que par exemple des informations cadastrales, savoir voilà, avoir les numéros de parcelles, savoir où sont les différents bâtis de la commune, ou encore accéder à d'autres contenus tels que par exemple le plan local d'urbanisme, et d'accéder notamment à toutes les réglementations en vigueur selon la zone qui nous intéresse, ou encore même de consulter, lorsque cela est possible, directement
les plans de prévention des risques d'inondation, voir justement si notre logement est impacté ou non par ces risques, et en avoir une visualisation claire, concise, dans l'environnement cartographique qui nous est proposé. Une sorte de Google Margueritois, potentiellement. Oui, en un mot, oui. Local, en circuit court. Google en circuit court, exactement. Merci, monsieur Morisseau. Merci beaucoup. Merci à vous. Ou tout de suite la salle. Alors, désolé, on a un petit problème avec le micro-baladeur, donc on va vous demander de parler fort et puis si on essaiera de relayer les demandes si besoin est. La parole est libre, ouverte à toutes questions, à tous les intervenants sur tous les sujets, à votre envie. Je vous en prie. J'ai une question concernant le portail. C'est vrai que c'est des projets qui sont ambitieux, au vu des fonctionnalités en fait qu'ils offrent. Moi, la question que j'ai, c'est est-ce qu'on prévoit un accompagnement de l'utilisation pour tous ceux qui vont être amenés à utiliser ce portail, sachant que c'est pas simple. Ça paraît simple. Je pense surtout aux populations qui ne sont pas forcément en adéquation avec tout ce qui est. Alors, comme peut-être toute la salle n'a pas entendu la question, je vais me permettre de la répéter dans le micro. La question porte sur le fait que l'outil, le portail citoyen, est un bel outil, mais a-t-il besoin ou est-il prévu un accompagnement des usagers parce que tout le monde n'est pas forcément un maître en utilisation des outils informatiques. Voilà. Je vais me permettre de répondre puisque la réponse est vraie pour ce sujet, mais aussi vraie pour, je dirais, l'ensemble des dispositifs que peut mettre en place une commune. Si l'on veut s'inscrire dans une démarche citoyenne, si l'on veut que les citoyens prennent toute leur part à travers ces outils, la commune se doit de les accompagner. Donc on ne peut pas imaginer mettre en place ce type de dispositif sans accompagnement individualisé auprès de l'ensemble des utilisateurs. On ne peut pas imaginer non plus de rendre ce dispositif exclusif, parce qu'effectivement, il y a des personnes qui ne seront peut-être jamais à même de pouvoir utiliser même un Google Margueritois. Donc, vous savez que dans le cadre de notre programme, vous l'avez certainement lu, nous avons la volonté de mettre en place des dispositifs de concertation citoyenne. Ils ne fonctionneront que si les citoyens sont accompagnés, que ce soit à la tenue des comités de quartier, que ce soit à l'utilisation des outils, que ce soit à la participation au sein des différents conseils que nous mettrons en place. C'est la clé de réussite de la citoyenneté. La citoyenneté ne peut pas se limiter à l'envoi d'une circulaire, à l'envoi d'un bulletin ou à l'affichage sur un panneau, quand bien même qu'il soit électronique. Moi j'ai une question. Excusez-moi de secondes, je voulais rajouter sur ce qui avait été dit. Moi j'ai pratiqué pendant 13 ans la ville de Nîmes. Les tableaux que faisait monsieur en faisait chaque fois qu'une administration intervenait, que ce soit sur la place de France, service des eaux autour, on le mettait sur un tableau et on avait une cartographie complète des travaux et on pouvait donner des déviations parce que ça c'est intéressant, mais il faut dévier quand on fait des travaux dans les rues. Donc les gens étaient informés que la rue était barrée, on savait pas où on pouvait passer, on avait fait un plan de circulation, un mini-plan de circulation. Par contre, là où je rejoins Rémi, c'est que tout le monde ne regarde pas Internet, il y en a même beaucoup qui ne regardent pas encore. Et effectivement, quand on faisait des réunions sur des projets à venir, parce que quand même on projette un peu, on rencontre les gens par l'intermédiaire des comités de quartier, on discute avec les gens, des problèmes qu'on peut avoir, comment mobiliser les routes, après on prenait les décisions. Et dernière information, avant les travaux dans une rue, on passait, et là je fais encore un cours des mairies, on passait, on mettait une semaine avant, disant, voilà, les déviations seront par là, on donnait un petit temps à chacun, en disant, un petit temps dans les boîtes de lettres, comme ça. Il y a des la rue va te parler tant de temps. L'un avait chez le chantier, c'est là-bas, revienne pour voir. Voilà ce qu'on faisait, surtout, on souhaite tout. Juste avant de laisser la parole à M. le porteur, pour dire que ce que je ne souhaite pas pour l'avenir, c'est que l'on reproduise ce qui s'est passé il y a quelques semaines,
et c'est quelqu'un qui est dans la salle, je ne le citerai pas, mais qui me l'a dit, que les services de la mairie viennent sonner chez lui il y a quelques semaines en lui disant nous venons répondre à votre courrier de demande de travaux. Mais quel courrier de demande de travaux? Mais celui que vous avez fait en 2012. Donc depuis 2012, il n'y avait eu aucun suivi de sa demande, comme par miracle, en janvier 2020, des choses sont possibles. Mais on ne peut pas laisser des demandes sans réponse pendant si longtemps. Pardon, monsieur Depardieu. Moi, je me demandais si un outil comme ça permet de mettre en relation les gens à des moments donnés sur des trajets pendulaires. On se retrouve tous sur les mêmes axes, aux mêmes heures. Est-ce que l'outil permet de dire je vais à tel supermarché à 16h, j'habite là, le petit point rouge s'allume, est-ce que machin qui habite à la maison d'après, il peut me prendre, et puis je reviendrai peut-être avec un autre, ou avec le même, ou une demi-heure plus tard. Est-ce que l'outil permet de faire ça? Alors, on a effectivement l'outil en question, c'est la cartographie. Et effectivement, aujourd'hui, il y a énormément d'outils qui s'appuient sur la cartographie pour apporter ce type de service et qui permettent justement de s'appuyer notamment sur la géolocalisation, notamment sur nos chers téléphones. Nous, clairement, la géolocalisation des citoyens, c'est pas du tout ce qu'on recherche ni ce qu'on valorise. Il y a déjà beaucoup d'acteurs d'initiatives, des outils comme Uber, Waze, qui effectivement s'appuient beaucoup sur la géolocalisation pour créer certains types de services, ce qui leur permet aussi d'avoir une vision relativement précise du trafic, l'authenticité du trafic. D'ailleurs, c'est un vrai problème aujourd'hui pour les mairies, puisque Waze fait des recommandations en recommandant à des usagers d'emprunter les axes. Est-ce que l'outil permet de le faire pour diminuer la densité de circulation sur les axes? On a des bouchons à certaines heures de la journée parce qu'on est tous au même endroit, au même moment, parce qu'on a les mêmes impératifs. Alors que ça, si on se met à 2-3 dans une voiture, écologiquement c'est intéressant, financièrement, on a plus de place de parking, on gagne sur... Oui, une sorte de covoiturage, oui. Parce que ça, ce qui manque, c'est l'interface. Mon voisin est peut-être à 3 maisons d'à côté, il va au même endroit à la même heure que moi. Je ne le connais pas parce que je suis derrière mon mur de Pierron. Et là, l'outil... Alors, l'outil permet de valoriser, de mettre en valeur certaines informations qui vont effectivement vous permettre de prendre de meilleures décisions, mais c'est pas quelque chose qui va permettre de vous mettre en relation directement avec votre voisinage. Mais typiquement, si c'est visualiser des informations relatives au trafic, ça, ce sont des choses qui sont des informations récupérables, qui vous permettent derrière de décider si oui ou non vous allez décider d'aller... Mais mon impératif, il est là, j'ai mon gamin à telle heure, je suis avec mon voisin. Donc je suis dans le bouchon, j'ai l'information qu'il y a le bouchon, je suis dedans. Ce que permet l'outil, et on l'a vu tout à l'heure peut-être un peu rapidement, ce que permet ce type d'outil, parce que c'est un type d'outil qui nous est présenté, ce que permet ce type d'outil, c'est d'être aussi en relation avec des services ou des associations qui mettent à disposition des services, tels que le covoiturage, puisque c'est ce à quoi on fait référence. Et tout à l'heure, on parlait de Google, Marguerito en circuit court. On se doit, je crois, d'imaginer un Blablacar en circuit court aussi, propre à Marguerite et à son territoire. Et donc cet outil peut être le moyen de se relier à ce service-là. Monsieur Cholat. Oui, bonsoir. Pour parler fort, ça ne me dérange pas parce que je vois qui porte. Monsieur Nicolas, j'aimerais que vous me parliez, j'ai 2 ou 3 questions sur chaque, enfin 2 questions, 1 ou 2 sur chaque thème. On va commencer par la sécurité. Sauf erreur où j'ai loupé un chapitre, c'est possible. Nous avons actuellement des caméras, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup, je crois qu'il y en a 4 ou 5 ou 6 peut-être un peu plus, qui ne sont actuellement pas reliées, disons, sur Nîmes. Et je voulais savoir, d'une part, si vous envisagiez d'étendre un petit peu le champ, de mettre plus de caméras, et s'ils vont être reliés prochainement, je crois qu'ils doivent être reliés prochainement à Nîmes Métropole. Ça, c'est donc ma première question sur la sécurité. Je vous donne tout de suite la deuxième. Actuellement, notre service, j'apprécie beaucoup, le service de la police municipale travaille très bien, mais elle est un petit peu, je dirais, fonctionnalisée dans le sens où, à partir d'une certaine heure, il n'est plus question d'avoir, disons, un policier disponible.
Voilà, c'est 2 questions sur cette sécurité, et puis après je poserai une question ou 2 à madame, et puis on reviendra sur, j'aurai une question importante à mon avis sur le problème informatique. Sur la sécurité, sur les caméras, pour revenir à votre première question, donc il y a plus de caméras, enfin, tu dois avoir une trentaine de caméras qui sont mises en place sur la commune. Jusqu'à présent, effectivement, elles ne sont pas connectées à un PC, donc il n'y a personne aujourd'hui derrière ces caméras, si ce n'est pour aller voir en différé ce qui a pu se passer. Lors de l'avant-dernier conseil municipal, me semble-t-il, nous avons voté au sein du conseil municipal, sur proposition de monsieur le maire, le raccordement de notre système de vidéosurveillance, de vidéoprotection, au PC de Nîmes Métropole, ce qui permettra effectivement d'avoir un suivi en direct, là, et non plus en différé, en direct de ce qui se passe devant ces caméras. La question des caméras, j'ai eu l'occasion de la traiter notamment avec les commerçants de Marguerite. Il faut également voir de manière globale leur installation sur la commune. Certes, il y a des problématiques de voirie, mais il y a aussi des problèmes de délinquance, il y a des problèmes de circulation, il y a des problèmes de sécurité. Donc il faut avoir cette vision-là. Une caméra bien posée peut à la fois regarder les problématiques de circulation et surveiller l'entrée d'un magasin. Donc il faut aujourd'hui, ce travail collaboratif ne se fait pas entre les services de la commune et les commerçants. Donc c'est quelque chose que l'on pourrait mettre en place. Sur les moyens humains, vous avez parlé des moyens humains, et sur la présence de l'équipe. Le fait justement d'avoir quelqu'un derrière, désormais un PC, qui surveille en direct ce qui se passe dans la commune, peut nous permettre, et doit nous permettre, de mettre en place un système de permanence, au moins un système de permanence, où nos policiers, ou des policiers municipaux, sont capables d'intervenir à tout moment sur la commune. Il faut renforcer la présence des services de police de proximité sur nos territoires. Vous parlez de fonctionnariser, alors ce sont des fonctionnaires, je n'aime pas trop le thème parce que je le suis moi aussi, mais on doit se poser la question sur le fait qu'effectivement, passer 18 ou 19 heures en semaine, et passer le vendredi soir, nous n'avons plus de policiers municipaux sur la commune. Donc c'est une vraie question à poser. Il faut savoir que Marguerite est correctement dimensionnée en termes de nombre de policiers. Lorsqu'on se compare par rapport aux autres strates, aux communes de la même strate, on est sur les communes de 8 000 habitants, il y a 4-5 policiers. Aujourd'hui, nous avons 5 policiers sur la commune de Marguerite, donc on est correctement dimensionné. Par contre, il y a certainement une dynamique et une action intercommunale à mettre en place sur le territoire, entre au moins les communes voisines à Marguerite, je pense à Saint-Gervais, je pense à Rodillan, je pense à Vesoul, je pense à Redescend, etc., etc. Au moins pouvoir assurer un service de permanence intercommunal sur notre territoire, grâce justement à cette désormais connexion entre notre système de protection et le PC de Nîmes Métropole. Pour finir, encore donc une ou deux questions. Une question sur, disons, l'informatique. Alors, M. Nicolas, vous le savez, je pense que Marguerite Intramuros, là je reviens à la Plaine, puisque j'habite sur la Plaine, Marguerite Intramuros est câblée au niveau de la fibre. D'ailleurs, tant mieux pour ceux qui l'ont. Est-ce que vous avez... Non, mais ça arrive dans Marguerite. Tout à fait. Bon, ceux qui ne veulent pas se raccorder, ça les regarde. Hein, bon, par contre, ça n'arrive, c'est encore, pour l'instant, elle arrive jusqu'à la station d'épuration, puisque je les ai vus. Je sais que la station d'épuration est reliée, puis ça s'arrête là, pour la Plaine. Donc, est-ce que vous avez une date ou est-ce que vous avez des moyens d'envisager l'extension à la Plaine de cette fibre? Parce que c'est un moyen, disons, d'aller plus vite pour se relier avec un système tel que vous le présentez, qui me paraît très, très judicieux. Alors vous savez que aujourd'hui, ce ne sont pas les communes qui portent la question de l'extension de la fibre. C'est un projet que porte le département du Gard et l'agglo de Nîmes Métropole. Donc la volonté aujourd'hui, elle est de couvrir l'ensemble des foyers du département en fibre optique. Donc effectivement, la fibre optique arrive
arrive sur Marguerite. Certains quartiers sont alimentés, je le sais parce que je viens de je suis pour rien. Mais la fibre optique arrivera effectivement. L'échéance, alors j'ai pas l'échéance en tête fixée par le département, 2022, me dit Bernard. 2022, à l'échéance 2022, l'ensemble des foyers départementaux doivent être couverts. Dans la mesure où la fibre est présente sur la commune, elle se déploie petit à petit. Et je ne veux pas m'avancer, mais je pense qu'à l'échéance d'une année, l'ensemble de la commune devrait être couvert. J'habite à Garrigue, vous habitez en Plaine et j'habite à Garrigue. Il faut savoir, moi je travaille pour la commune. Si vous voulez aujourd'hui, si on commence à changer les poteaux, aujourd'hui la fibre, pour aller plus vite, pour l'avoir, au lieu de faire des réseaux, on a déjà emprunté les réseaux France Télécom, que gère Orange. Ici, l'opérateur sur Orange, quand on part CSFR, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre. Vous savez qu'aujourd'hui, votre téléphone va être alimenté en ARE, en câble cuivre. À côté du câble cuivre, ils vont passer la fibre en ARE, pour que tout le monde l'ait. Donc, après, ils auront une connexion. Mais je sais qu'à Bellegarde, à la fin de l'année, ils seront complètement finis. Normalement, d'après les échos que j'ai entendus en travaillant, fin 2022, normalement, la plaine comme on l'a les règles, moi ça m'intéresse aussi. Je me suis renseigné, ça sera mais sachez qu'ils ne feront pas de travaux, on empruntera pour aller plus vite. Quoi qu'il en soit, nous, la commune, nous, les services municipaux, nous devons être les relais de tous les quartiers, y compris les plus éloignés. Ok. Et dernière question pour madame. Quand vous dites réhabilitation de logements anciens et autres, est-ce que pour les subventions et autres, les propriétaires, donc les loueurs, on regarde avant d'avoir des subventions leur niveau d'imposition? Parce qu'il y a peut-être un niveau où vous n'intervenez pas. Alors, sur la question de la réhabilitation solidaire, l'objectif, ça n'est pas les ressources du bailleur, du propriétaire, c'est comment vous allez mettre ce logement en location. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que si c'est pour que vous réhabilitiez un logement pour loger votre fils, votre mère, et que vous ne le mettiez pas en locatif conventionné entre guillemets, où les locataires toucheront l'APL, vous n'aurez pas de subvention. Que ce soit bien clair, c'est uniquement de la réhabilitation pour du locatif conventionné, c'est-à-dire pour pouvoir loger des gens qui toucheront l'APL dessus. Et dernière question, monsieur Nicolas, est-ce que dans cette charmante personne, est-ce qu'il y aura quelqu'un de dédié pour l'informatique, quelqu'un dédié pour le logement et quelqu'un dédié pour les réseaux? Alors, je sais que certaines listes dévoilent les délégations. Je laisserai au premier conseil municipal qui se réunira le soin de voter et de désigner qui est compétent, qui a délégation sur quoi. Sur la question du logement, puisque nous en avons une priorité, nous aurons un élu spécialement délégué au logement, car c'est un des enjeux de ce mandat. Je le dis souvent, nous avons, dans le cadre du plan local de l'habitat de la métropole, nous avons l'obligation de réaliser 238 logements sociaux d'ici 2025. Nous faisons le choix, et l'exemple que nous montre Madame Chamon-Giraud est intéressant, est très intéressant. Nous avons fait le choix de dire nous travaillerons sur le logement existant et nous nous opposerons à toute urbanisation au-delà des frontières actuelles de la commune. Donc si nous voulons assurer ce choix-là, pouvoir assumer ce choix-là, nous devons avoir une délégation spécifique sur cette question-là. Et donc nous, oui, nous aurons une délégation spécifique dédiée au logement. Ce ne sera pas le cas de l'informatique. Ce sera pas le cas de l'informatique. Ni des réseaux qui rentreront dans des délégations plus générales. Mais oui, la question du logement sera essentielle, primordiale en ce moment. Merci. Il a posé toutes les questions, c'est tout. J'en ai d'autres si vous voulez. Alors, madame s'interroge sur le transport et cette ligne 2
Trambus Limois, qui pour l'instant s'arrête à Paloma, c'est-à-dire ne vient pas jusqu'à Marguerite. Avons-nous un espoir de le voir un jour? Lorsque Nîmes Métropole a lancé son premier diagnostic en matière de transport, il y a plusieurs années maintenant, la ligne prioritaire, la ligne la plus structurante qui est ressortie de cette étude était la ligne allant de Caveyrac à Marguerite. L'axe est-ouest, puisque c'est là où il y a la plus grande fréquentation et la plus grande circulation. On voit les embouteillages que l'on a aujourd'hui sur Marguerite. Imaginez ce que ça donne sur l'abonnage. Pour des raisons purement politiciennes, le président de Nîmes Métropole de l'époque, monsieur Fournier, a fait le choix de créer une ligne allant du centre-ville de Nîmes jusqu'à Légatière. Donc la priorité a été fixée là. Certes, une ligne qui fonctionne bien, mais on voit l'utilité ni moins ni moins. À l'occasion de ce mandat, la ligne T2 a été enfin lancée. Donc la ligne T2, c'est la ligne Est-Ouest. Malheureusement, et je peux vous dire que puisque j'étais conseiller communautaire pendant 6 ans, j'ai eu de nombreuses fois l'occasion d'intervenir en conseil communautaire au sein de Nîmes Métropole. Malheureusement, cette ligne n'est prévue aujourd'hui que de Carrémont à Paloma, avec une fin des travaux prévue sur 2021. Donc on est toujours sur un échelon Nîmois. C'est la grosse problématique de Nîmes Métropole aujourd'hui. C'est que Nîmes Métropole aujourd'hui centralise ses investissements sur la ville-centre, sur la ville de Nîmes. Donc c'est l'enjeu que nous devons porter au sein de l'agglo. Moi je siégeais avec le groupe des maires des petites communes. Nous avions en permanence nous mettions en permanence ces débats autour de l'existence de Nîmes Métropole dans les autres territoires, dans les autres communes que Nîmes Centre. Pour revenir précisément à cette question-là, ce que nous savons, c'est qu'aujourd'hui, aucune enquête publique, aucune réservation de terrain n'a été faite pour que le Trambus aille au-delà de Paloma. Ça sera l'enjeu du mandat, à mon avis, ne sera pas la réalisation, car en 6 ans, on n'y arrivera pas. L'enjeu du mandat sera effectivement de mettre en place les dispositifs, les dispositions qui permettront, à l'échéance 2026, 27, je ne sais pas, que le Trambus vienne jusqu'à Marguerite. C'est une nécessité, c'est un impératif. Autre piste que l'on a en termes de transport sur Marguerite, et elle est importante, c'est la réouverture de la rive droite du Rhône, de la voie ferrée de la rive droite du Rhône, de Pont-Saint-Esprit à Nîmes. Donc là c'est la région qui a la main. Nous avons eu l'occasion de rencontrer le président, le vice-président en charge des transports, M. Gibelin, sur cette question particulière de la réouverture de la gare, puisqu'elle impacte, de la voie ferrée, pardon, puisqu'elle impacte particulièrement Marguerite. L'objectif de la région, c'est que cette voie ferrée est ouvre. Cette ligne ferrée ouvre. Donc en 2025, cette ligne ferrée ouvrira. Avec ou sans Marguerite. Nous ferons tout pour que ce soit avec Marguerite. Il est impératif que notre territoire, on verra où l'emplacement doit se faire, ça c'est une question, une vraie question, mais il est important que notre territoire soit desservi par cette voie ferrée. C'est un enjeu économique de pouvoir d'achat pour les familles. C'est un enjeu écologique. Et c'est un enjeu pratique, puisque ça nous permettra de nous rendre au centre-ville en quelques minutes. Donc c'est un enjeu intéressant, et puis autour de cette gare pourra se créer toute une série de services. On parlait tout à l'heure de covoiturage. Je pense qu'il y a des choses à inventer autour du parc d'échange multimodal qui va nécessiter cette gare, car le danger serait que chaque usager du train vienne avec sa propre voiture jusqu'au parking de la gare. Donc il faudra que l'on mette en place des modes de transport collectifs, des modes de transport doux, des modes de transport associatifs pour régler la problématique de la circulation sur la commune et autour de cette gare. Donc oui, ces enjeux-là sont primordiaux et nous les mènerons. Et ce sera la gare. Je suis moins sûr du train de bus, mais ce que je sais, c'est que la gare sera l'enjeu, un des enjeux en termes de transport de standard.
parle du monde de transport, je voulais vous demander si c'était possible de remettre le transport pour les enfants de Marguerite qui avaient été enlevés et le zoobus, voilà, pour les desservir au primaire, parce que depuis qu'il n'y est plus, des parents qui travaillent les laissent de plus en plus à l'accueil, à faire des journées longues, puisqu'il n'y a plus le zoobus qui pouvait les ramener à leur maison ou autre, et à l'école surtout le matin. Et ça manque vraiment. Est-ce qu'il y a une possibilité de ce côté-là? Juste, toujours la même technique. Donc la question porte sur le transport qui s'appelait Zoobus. Zoobus. Transport dédié aux enfants, la possibilité de le remettre en place ou pas. Ouais. C'est ça, c'est bien ça. Plus globalement, si vous me permettez, je crois que la question qui se pose, c'est la circulation de nos enfants vers les lieux d'enseignement. Il y a la problématique du transport collectif, il y a aussi la problématique du transport individuel. Moi, quand j'étais gamin, que j'allais à l'école de Marcieux, j'y allais en vélo ou à pied. Aujourd'hui, compte tenu des contraintes de circulation, aujourd'hui, notamment lorsqu'on regarde la nuit de Mézérac, il se trouve que hier, j'ai oublié, je suis passé par la nuit de Mézérac à 8h15, et donc je suis tombé dans les embouteillages de cette avenue. On voit comment il est dangereux de circuler à vélo sur cette voie. Donc il va falloir plus globalement penser les plans de circulation de manière à pouvoir développer des voies de transport doux, pistes cyclables, pistes piétonnes, des quartiers vers les lieux d'enseignement. Pour cela, nous devons travailler sur le plan de circulation, c'est un des chantiers d'ailleurs que portera Bernard, que devrait porter Bernard, que devrait porter Laurent. Ne pas hésiter dans Marguerite à mettre en place des sens uniques de circulation, parce qu'un sens unique, ça nous permet de libérer une voie pour le transport collectif. Après, le transport collectif est aussi une préoccupation. Mais faut-il encore avoir un transport collectif avec un bus dans la commune? C'est une vraie question à poser. Je prends l'exemple de la commune de Frontignan. Alors, c'est peut-être un doux rêve, mais Frontignan a mis en place du transport en calèche. Frontignan, c'est une grande ville. Ils sont arrivés à le faire. Ça a un coût, certes, un financement. Mais il y a peut-être d'autres communes qui mettent en place du pédibus. Il y a d'autres communes qui mettent en place du déplacement en vélo collectif. Donc il y a peut-être d'autres réponses à apporter que le zoobus. Quoi qu'il en soit, cette question, elle est préoccupante pour de nombreuses familles. Elle nous est souvent remontée. Donc on se doit là aussi, alors on est à l'échelle de l'aglo, parce que le transport est à l'échelle de l'aglo aussi, mais on se doit de la mettre en débat, car c'était un vrai service. Certainement qu'il y a un coût aussi. Je pense que le bus qui était proposé n'était pas adapté. Il était beaucoup plus vite que rempli, d'accord. Il y a d'autres solutions qui peuvent permettre, y compris aujourd'hui, l'Escale organise du transport pour les personnes âgées les jours de marché. Pourquoi ne pas l'imaginer pour les plus jeunes, les jours d'école? Les solutions existent, les vannes existent, il faut s'inspirer de ce qui existe ailleurs. On va continuer dans le transport. J'utilise tous les jours le transport en commun pour aller travailler à Nîmes. Donc vous parlez de l'ouverture de la gare à partir de 2025-27 ? Non. Enfin si, la voie ferrée, le service de voie ferrée, l'objectif c'est 2025. On a peut-être une chance à Marguerite, c'est que la région voudrait développer la partie Nîmes-Pont-du-Gard. Donc Nîmes-Remoulin. Et entre Nîmes et Remoulin, il y a Marguerite. Donc on aura peut-être cette opportunité un peu plus rapide. Mais on est quand même sur ces échéances-là. Bon, mais en attendant 2025, on va toujours prendre le bus. Et donc, on parlait du T2, la deuxième partie du trambus. Normalement, donc, ça devrait se finir vers 2021 jusqu'à Paloma. Jusqu'à Paloma. Paloma. Mais entre Marguerite et Paloma, donc, il y aurait des bus, où il y aurait toujours des bus qui iraient de Marguerite au centre-ville. Est-ce que vous avez déjà entendu? Oui, ce
ce qu'imagine Nîmes Métropole, mais je sais qu'il y a d'autres spécialistes dans la salle, ce qu'imagine Nîmes Métropole aujourd'hui, ce qu'a pensé Nîmes Métropole, et c'est du bon sens, c'est que les bus amènent des villages vers les parkings relais et vers les départs du train de bus. Donc les voies de transport, les circulations de bus iront de Marguerite, puisqu'on parle de Marguerite vers Paloma, et Paloma accès en train de bus. C'est ce que veut développer Nîmes Métropole. Oui, mais en attendant 2021, donc on aura toujours le Tout à fait, bus Marguerite. tout à fait. Alors ça serait bien intervenir auprès de Nîmes Métropole pour qu'on ne roule plus dans des poubelles. Parce que nous roulons dans des poubelles. Un exemple, j'ai poussé mon coup de gueule sur T2 Marguerite il n'y a pas longtemps. Alors je n'ai pas eu beaucoup de commentaires, mais bon, peut-être que les gens... Vous avez de la chance, parce que moi j'en ai beaucoup. Hein, souvent. Mais non, mais sauf que, bon, peut-être qu'on n'est pas si nombreux que ça à prendre le bus de Marguerite à Nîmes. Mais le bus, pour un exemple, la conductrice est obligée d'arrêter chaque fois le moteur à chaque arrêt de bus pour pouvoir fermer les portes. On est arrivé à Pont de Justice, là où les jeunes qui vont à Philippe Amour prennent le bus de ville pour aller jusqu'à leur lycée. Arrivé à ce moment-là, c'était 8h30, heure à laquelle on devait être à la gare. Elle nous dit, je ne peux plus aller plus loin, vous devez prendre notre bus. Attendez le prochain bus de Marguerite. Mais sauf que 8h30, le bus de Marguerite démarrait de Marguerite, de l'arrêt de Grenache. Alors, les employeurs, une fois, deux fois, on est en retard. Ça va, mais arrive un moment où on aura des difficultés à expliquer que c'est à cause des bus. Alors je voulais savoir si d'ici l'arrivée du T2 à Paloma et avec les relais bus et T2, si d'ici là vous aurez quelques solutions à amener. Je ne vous ferai pas de fausses promesses, puisque effectivement on n'est pas sur le champ, de la commune, mais bien sur celui de Nîmes Métropole. Bien entendu, une fois élus, nous siégerons à Nîmes Métropole. Nous aurons, je l'espère, une délégation à Nîmes Métropole. Je ne sais pas si ça sera celle des transports. Aujourd'hui, c'est le maire de Marguerite qui est en charge de cette délégation-là, mais demain, ça changera peut-être. Mais c'est une question qu'il faut... C'est une question qu'il faut remonter, parce que vous êtes plusieurs à en faire état. Et nous devons, alors on a changé de délégataire il y a peu de temps, on sait dans quelles conditions ça s'est fait. Ça n'a pas arrangé l'affaire, au passage. Et pourtant, on nous avait assuré une qualité de service accrue. Ah mais pas du tout. Alors les bus le matin, moi je le prends tous les matins à 6h pour aller travailler sur Nîmes. Je rentre en bus. Je pense qu'ils nous donnent tous les bus, juste ceux qui, avant de partir à la casse. Je pense. Je pense que c'est ça. Je vous promets que c'est quoi qu'il en soit, c'est des choses que l'on fera. Ils passent ou ils ne passent pas. On ne sait pas pourquoi. Les abribus, ils sont inexistants ou détériorés ou minables. Enfin, je ne sais pas. Les abribus sont inexistants. Et là, pour le coup, la commune a son rôle plein et entier à jouer. C'est pas compliqué de faire un abribus qui abrite. Parce qu'on a des abribus, mais qui n'abritent pas. Il y en a un joli côté Intermarché là-bas, il est très beau celui-là. Moi le mien il est tout détérioré, il n'abrite rien du tout. Ouais. Alors souvent ce qu'on nous prétexte, ce qu'on nous renvoie, c'est que les abribus ils sont cassés, ils sont dégradés, mais c'est pas parce que quelques-uns dégradent le mobilier urbain qu'il faut enlever le mobilier urbain. C'est pas parce que quelques-uns créent de la gêne dans un quartier qu'il faut fermer un quartier, c'est ce qu'on a pu faire dans cette avenue de Marguerite. Donc il faut agir en conséquence. Et aujourd'hui, il y a la possibilité de faire du mobilier urbain qui ne se dégrade pas, qui ne se casse pas, qui n'est plus vitré. Effectivement, on ne fait plus d'avec vitré. Et là, la commune a son rôle à jouer auprès de Nîmes Métropole. Et on se doit d'avoir sur l'ensemble des abribus qui remplissent le rôle qui abrite. Je suis entièrement d'accord avec vous. Vous savez, madame, je vais reprendre les abribus. Moi, je travaillais pendant la ville de Nîmes. C'est pas la ville qui l'a installé, il y avait la société Deco. Donc, excusez-moi. Beaucoup des abribus, les communes étaient financées par les publicités. C'est Deco en l'occurrence qui avait des marchés à la ville de Nîmes. Donc, si vous voulez, ces abribus sont installés pour rien pratiquement à la ville, mais il faut que la ville les demande et que la ville lance une consultation, demande à Nîmes Métropole de lancer une consultation. Si vous ne le faites pas, personne ne fait rien. Vous avez évoqué le problème des bus. Moi, je suis ceux qui habitent en bas. Je ne veux pas dire vers Rémy, moi, c'est mon fils qui habite vers la rue des Boules, là. Vous laisse. Si vous voulez prendre le bus, alors vous pouvez le prendre. Intermédiaire, putain, il faut remonter
à Intermarché, donc il faut pratiquement faire 1 km. Ça, c'est parce que personne n'a rien dit quand les bus sont enlevés. Si vous voulez, on a baissé, on a baissé les kilomètres quand même, pour pouvoir baisser le prix des revenus de transport. Et les kilomètres n'ont pas été, à mon avis, baissés sur l'île. Ils n'ont pas été baissés dans le commun. Là, il faudrait peut-être, c'est vrai qu'on ne peut pas reporter les choses que le demander. C'est pas nous les décisions. Oui, parce qu'il y a certains quartiers de Marguerite, enfin moi je suis bien desservie, mais il y a certains quartiers de Marguerite, moi quand je suis arrivée sur Marguerite, qui étaient desservis, il y avait du monde qui prenait le bus parce qu'ils étaient bien desservis, ces quartiers, qui après, quand ça a été supprimé, ces personnes-là ne prenaient plus le bus. Forcément, prenez la voiture. Parce que si vous faites 1 kilomètre pour aller chercher votre bus, je suis désolée, vous ne prenez pas le bus, prenez la voiture. Excusez-moi, je parle peut-être... Non, vous avez raison. Vous avez raison. On n'interdira jamais à personne de parler. Ça fait juste une grosse heure qu'on est ensemble, on a eu une demi-heure de présentation, une demi-heure d'échange, ce qui est un temps. Peut-être une dernière question, et avant de poursuivre la discussion autour d'un verre et de quelques bonnes choses, et oui, un mot de conclusion, bien entendu. Une dernière question pour la honte. Quelqu'un de le dire? Si, moi j'en ai une. Non, mais juste là, il y a une info. Est-ce que Mme Chambre-Giraud pourrait nous donner quelques informations sur les maisons en partage? Alors, la question porte sur les maisons en partage. Elle est posée à Mme Chambre-Giraud. Alors le projet des maisons en partage, ça n'est pas l'association pour le logement dans le Gard qui le porte, parce que c'est un projet qui est un projet départemental. Nous y sommes associés à chaque fois que c'est possible et à chaque fois qu'on peut repérer des demandes. Et notamment sur la question du logement des seniors, on a fait remonter à la conférence des financeurs du Gard, puisque chaque département a maintenant, vous le savez, par l'intermédiaire de la direction de l'autonomie, c'est des compétences du conseil départemental, on a fait remonter la nécessité de pouvoir mettre en place des maisons en partage chaque fois que c'est possible. Donc nous ne sommes pas les financeurs, mais nous pouvons et nous avons fait remonter les besoins à chaque fois que nous les avons identifiés. Le vrai souci, c'est que nous pouvons les identifier quand nous sommes à la rencontre des populations et quand nous pouvons faire des permanences, puisque je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'en profite. À l'ALG, il y a environ 30 personnes qui travaillent, et sur les 30 personnes, il y a 25 conseillères en économie sociale et familiale, dont le métier, c'est bien d'évaluer, de connaître, d'aller à la rencontre, de faire des propositions individuelles et collectives. Et dans ces propositions, à chaque fois qu'on peut, et que les situations le nécessitent, on fait la proposition de la maison en partage. Maintenant, plus on fera remonter ce type de besoin, plus ce département pourra mettre en place les infrastructures. Alors, sous cette question, vous savez que ça fait partie de nos propositions de construire une maison en partage sur la commune de Marguerite. Maison en partage, c'est permettre à des personnes en situation d'isolement, soit parce qu'elles sont âgées, soit parce qu'elles sont en situation de handicap, de bénéficier de logements, accessibles, adaptés, en proximité du centre-ville, bénéficiant de dispositifs d'accompagnement. Et c'est pour ça que nous positionnerons cette maison en partage sur la plaine de Pérouse, en lien direct donc, avec le centre-ville, et un lien direct avec le futur centre social que nous construirons également sur la plaine de Pérouse. Donc là aussi, on répond à un vrai projet global. Peut-être quelques mots de conclusion avant qu'on se retrouve autour du verre de l'amitié. Je voudrais d'abord remercier les intervenants pour la qualité de leurs propos. Ce qui est intéressant à travers leur intervention, c'est que l'on voit que si l'on veut repenser la ville, c'est démontrer que d'autres choix sont possibles, que d'autres solutions existent, que d'autres chemins peuvent être possibles. Que l'urbanisation d'une commune, elle ne se limite pas aux choix que l'on fait depuis des décennies, d'urbaniser à tout va sur des terres agricoles.
que la sécurité, ça ne se limite pas aux problématiques de délinquance et de police. Qu'associer les citoyens, c'est pas simplement leur demander de répondre à une enquête publique, personne ne va. Repenser la ville, c'est la redynamiser, c'est la réhabiliter. Alors aujourd'hui, vous avez certainement vu, pour ceux qui vont sur les réseaux sociaux, des vidéos qui nous disent que à Marguerite, tout va bien, que rien ne doit changer, que tout est parfait. Mais non, surtout pas. Marguerite se doit d'évoluer. Marguerite se doit de construire son avenir. Marguerite, quels que soient les candidats, se doit de s'inscrire dans le XXIe siècle. On n'a pas le droit aujourd'hui de dire tout est parfait, rien ne doit changer. Non, nous devons continuer à évoluer. Repenser la ville, c'est repenser notre cœur de ville. Repenser la ville, c'est repenser le plan de circulation et de stationnement. Repenser la ville, c'est repenser nos quartiers, le Canavou, la Plaine des Roses. D'autres choix sont possibles. Et le premier choix qui nous appartient à tous, c'est dès le 15 mars, de faire le bon choix, de faire le choix de nous, c'est Marguerite, de nous positionner en tête dès le soir du premier tour, pour que nous soyons les vainqueurs du second tour. C'est ce choix-là qu'il faut poser, parce que repenser la ville, c'est faire de Marguerite une ville rayonnante, une ville durable. Et donc, votons-nous, c'est Marguerite. Merci à vous.